Les libertés sur Internet a été votée par l'Assemblée nationale et plus le temps passe, plus la liberté d'expression est raccourcie par le pouvoir. Il y a 2 ans déjà, TV Liberté subissait un coup dur. Notre chaîne YouTube, propriété de Google, était fermée. Malgré cela, grâce au soutien des donateurs de TV Liberté, grâce aux téléspectateurs, nous sommes parvenus à tenir bon. Mais la censure s'exprime désormais avec une forme plus insidieuse. Ainsi, notre page Facebook, avec plus de 200 000 mentions j'aime, subit des attaques de la part des organismes vérificateurs, le Décodex du Monde ou Check News de Libération. Avec partialité, ils jugent nos contenus et les signalent comme indésirables dès lors qu'ils ne conviennent pas à leur prêt-à-penser. Dès lors, nos publications sont déréférencées par la plateforme. En d'autres termes, Facebook fait en sorte que nos contenus n'apparaissent plus ou presque dans les fils d'actualité. Il nous étouffe. TV Liberté a pourtant su maintenir le cap tout au long de cette crise inédite. Nous sommes parvenus à mener à bien notre mission de service public, parfois, je dois bien l'avouer, dans des conditions difficiles. Mais nous avons tenu bon pour vous. Mais nous le savons, il faut se préparer à d'autres démonstrations de force de la part des géants du numérique. Alors nous devons adopter une attitude de résistance face à ceux qui refusent les informations qui ne plaisent pas au système. Et il y a des méthodes. Il faut forcer les algorithmes à nous rendre visibles. Si nous ne pouvons pas encore changer le système, eh bien il faut s'en servir. Utiliser leurs outils pour les retourner en notre faveur. Il faut avoir les bons réflexes, vous pouvez le faire en partageant massivement nos publications et nos vidéos, en ajoutant systématiquement des commentaires et bien sûr en aimant les contenus avec le fameux pouce en l'air. Et puis bien sûr, il faut vous inscrire à la newsletter, la lettre d'information de TV Liberté. Ainsi, vous recevrez toutes les actualités de la chaîne et nous ne serons plus tributaires des géants du numérique américains pour maintenir le lien, ce lien que nous avons tissé. Alors dès à présent, soutenez TV Liberté en appliquant nos propres gestes barrières avec des clics, des partages et puis bien sûr avec vos dons. Parce qu'ensemble, et seulement ensemble, nous serons solides. Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette dernière édition de la semaine. Et au sommaire ce soir, Christophe Castaner a mis le feu dans la police. Après s'être rangé du côté du collectif Justice pour Adama, le ministre de l'Intérieur a suscité la colère des forces de l'ordre. Malgré une rencontre avec les syndicats, la tension est à son comble. Reste à savoir combien de temps la police va continuer à obéir à cette équipe. Et puis l'actualité, c'est également Emmanuel Macron qui tente péniblement de revenir dans le jeu politique. Alors que le pays subit des secousses sur le terrain sécuritaire, social et économique, le président de la République tente une remise en selle. Il s'exprimera dimanche soir. Et au-delà du président, l'exécutif s'inquiète également de devoir rendre des comptes. Après une pluie de plaintes contre plusieurs membres du gouvernement pour la gestion de la crise sanitaire, craqué. Alors que le ministère de l'Intérieur poursuit les rencontres avec les syndicats, les policiers se mobilisent pour exprimer leur ras-le-bol. Les réactions de défiance s'enchaînent et la confiance semble définitivement rompue. Thibaut Bastide et Géraud Dufayet. Là, on est ici présent, menottes au sol, parce qu'on s'est fait insulter. Parce qu'on se fait insulter par notre ministre de l'Intérieur. Parce que la police aujourd'hui, elle est suspecte de tout. L'action est symbolique, mais la colère est bien réelle. Jeudi, quelques heures après des réunions bilatérales entre le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et les syndicats des gardiens de la paix, les mots échangés n'ont pas suffi à faire retomber la pression. À l'appel des centrales syndicales, des rassemblements ont eu lieu en fin de journée dans plusieurs villes où des centaines de policiers vêtus de leur uniforme ont notamment crié Castaner démission en jetant leurs menottes à terre. Totalement lâchés par leur ministre de tutelle, les policiers n'entendent pas en rester là. Ce vendredi, plusieurs dizaines de véhicules de police se sont réunis autour de l'Arc de Triomphe avant de descendre les Champs-Élysées en direction du ministère de l'Intérieur. Un lieu également symbolique qui avait concentré l'essentiel du mouvement des Gilets jaunes dans la capitale. De quoi mettre un coup de pression sur l'exécutif et le chef de l'État. Tolérance zéro chez les policiers, elle existe, elle a toujours existé et quand il doit y avoir sanction,
parce qu'il y a des dérapages avérés, si minimes soient-ils, les collègues sont sanctionnés. Lorsque les individus agressent des policiers, saccagent des magasins, brûlent tout ce qui bouge et s'emparent presque de la République, et que c'est à la limite le chaos sur la voie publique, les sanctions ne sont pas en adéquation avec les faits. Et c'est ça qui nous dérange. Et nous, ce qui nous dérange derrière tout ça, c'est le laxisme de la justice et l'impunité et le sentiment d'impunité grandissant. Les agressions de policiers, malheureusement, c'est quasiment quotidien. Il y a des blessés chaque jour. Maintenant, en plus, il y en a de plus en plus hors service. C'est-à-dire que les gens sont blessés, sont agressés dans leur quotidien, dès l'instant qu'ils sont identifiés comme policiers. Et là, encore une fois, je pense qu'il faut une réponse pénale ferme, où ça va s'accentuer. Les collègues en ont plus que ras-le-bol de ça, de la stigmatisation de la police nationale. Aujourd'hui, on a l'impression de se s'essuyer les pieds à longueur de temps sur la police nationale, et les collègues n'en peuvent plus. Et tout ça, c'est la faute du gouvernement, et la faute, notamment, et c'est pour ça qu'on le cite à longueur de temps, du président Macron, qui ne considère pas, en tout cas par les mots et par les actes, et ne respecte pas assez la police nationale. On nous a demandé de sauver la République quasiment tous les samedis. Il y a eu ça, il y a eu le Covid, il y a eu les attentats. Et effectivement, au premier signe, on a l'impression d'être un peu lynché et lâché. Voilà, donc forcément, ça crée beaucoup d'émoi. Il faut savoir quand même que les policiers, c'est des gens comme tout le monde. Ils ont des enfants. Et quand ils rentrent chez eux, qu'ils sont obligés d'expliquer à leurs enfants qu'effectivement, ils ne sont pas racistes et qu'ils ne tuent pas les gens et qu'ils ne sont pas là pour estropier des gens, c'est un peu compliqué pour eux. Et naturellement, ça joue sur le moral. Alors quand c'est un message en plus qui vient de l'État, et c'est beaucoup plus compliqué. Après avoir ouvertement lâché ses troupes, Christophe Castaner serait en partie revenu sur ses déclarations. Le premier flic de France, sur le papier en tout cas, souhaiterait que les policiers soient toujours autorisés à pratiquer la clé d'étranglement respiratoire, une technique d'interpellation pendant laquelle le policier appuie son bras sur la trachée de l'interpellé. Pour les policiers présents sur les Champs-Élysées, cette technique est primordiale lors de leurs interventions. Quelquefois, effectivement, sur une interpellation, ça peut mal se passer parce que ça a été violent, parce qu'il a fallu mettre des coups entre guillemets pour maîtriser un individu, d'où aussi notre refus d'entendre le ministre parler d'enlever ce qu'il appelle l'étranglement. Pour nous, ça fait partie de notre job, notre quotidien dans les banlieues qui sont difficiles. Moi, je suis représentant des policiers du Nord, mais à Lille, Roubaix, Tourcoing, on a quand même des quartiers qui sont extrêmement difficiles à gérer, où il faut pouvoir maîtriser la force de rester là-droit, à la force, à la police, à l'État. Donc, à partir de là, il faut effectivement qu'on puisse disposer des moyens nécessaires pour faire notre boulot. C'est légitime. Si par exemple, vous avez des individus hostiles et très violents, forcément, vous êtes obligé de répondre avec une certaine forme de violence. Alors avec des armes adaptées, des techniques adaptées, etc. Mais on ne peut pas dire que jusqu'à maintenant, on n'a jamais vu des policiers aller volontairement dans des cités, par exemple, agresser des individus. Généralement, c'est une réponse à la violence. On ira jusqu'au bout, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus travailler. Aujourd'hui, effectivement, vous avez bien compris que on dit aux collègues de ne plus interpeller parce qu'on ne peut pas interpeller dans de bonnes conditions. On dit aux collègues de faire des contrôles. Mais voilà, il faut en prenant toutes les précautions nécessaires, parce qu'aujourd'hui, avec la suspicion avérée de racisme, ça veut dire quoi? Déjà, ça n'existe pas, c'est pas du droit, ça n'existe pas. Et on se demande pourquoi là, on compare ce qui s'est passé aux États-Unis avec la police française, et ce que fait la police française. Et surtout qu'il n'y a pas de fait entre deux, quoi. Il y a juste une relation qui a été faite, et voilà, c'est les boucs émissaires, c'est nous. Un rétropédalage du ministre de l'Intérieur loin d'être suffisant tant le rapport de confiance est mis à mal. En effet, les annonces de Christophe Castaner ont montré qu'il accordait du crédit aux accusations des militants d'extrême gauche contre sa police. Un état d'esprit trahi par les termes, soupçons avérés, utilisés par le premier flic de France, comme si la police devait être privée de présomption d'innocence. Mis en cause par des militants épaulés par plusieurs membres du gouvernement, les policiers pourraient décider de passer à la vitesse supérieure. Le secrétaire général du syndicat Unité SGP Police, Yves Lefebvre, a appelé ses collègues à ne plus interpeller et à ne plus intervenir. Une menace que l'exécutif semble prendre à la légère. Interrogé, le garde des Sceaux, Nicole Belloubet, entre déni et mépris, a estimé qu'il s'agissait simplement d'un mouvement d'humeur qui s'apaisera. Une sortie qui pourrait finalement conduire les policiers à passer à l'action ou à l'inaction justement. Et en cas d'absence de contrôle policier, la manifestation du collectif Justice pour Adama, prévue samedi, pourra librement dégénérer. De leur côté, les gilets jaunes pourraient saisir la balle au bon et revenir sur le devant de la scène, sans risque d'être éborgnés, le tout avec un gouvernement et un chef de l'État livrés à eux-mêmes.
Emmanuel Macron remonte sur scène. Après une période de retrait, le président de la République doit s'exprimer dimanche soir pour évoquer la suite du déconfinement, une allocution visant avant tout à essayer de reprendre la main. Emmanuel Macron tente une nouvelle opération séduction. Ébranlé par la crise sanitaire, affaibli par la popularité de son Premier ministre, le président de la République s'inquiète à l'approche de 2022. Pour tenter de renouer avec les Français, Emmanuel Macron entend donc se charger d'annoncer les bonnes nouvelles. Après avoir réuni ce vendredi le Conseil scientifique et un Conseil de défense, il devrait tracer les nouvelles avancées pour le déconfinement lors d'une allocution dimanche soir. Une nouvelle étape initialement prévue aux alentours du 22 juin et dont l'avancée correspond bien à ce désir du chef de l'État de reprendre la main sur les événements. Problème, la plupart des interventions d'Emmanuel Macron ces derniers mois étaient tout bonnement incompréhensibles. Entre une annonce de confinement sans jamais prononcer le mot, une rencontre façon 99 francs avec le monde de la culture et des désaccords désormais certains avec Édouard Philippe, le président a conscience d'avoir laissé ses dernières plumes avec le passage du Covid-19. Mais le retour n'est pas une sinécure. En effet, selon les commentateurs, les pistes de la nouvelle étape de déconfinement devraient être connues avant la grand-messe dominicale, de quoi la rendre encore un peu moins appétissante. Et pour un renouveau, la piste du remaniement n'en est pas vraiment une. En effet, un jeu de chaises musicales aura du mal à redorer le blason de la Macronie, à plus forte raison que la situation difficile de la majorité n'attirera pas de transfuges à fort potentiel populaire. De quoi laisser entendre que le nouveau monde attendra. Par ailleurs, l'idée de débarquer le locataire de Matignon a de nombreuses implications. S'il est vrai qu'Édouard Philippe a mieux vécu la crise sanitaire que le président dans les sondages et qu'il peut donc lui faire de l'ombre, le sortir de Matignon alors même qu'il devrait être élu maire du Havre pourrait tout simplement bâtir la rampe de lancement de celui-ci vers une candidature à la présidentielle. Une candidature qui s'attirera les faveurs du même système ayant favorisé l'avènement d'Emmanuel Macron en 2017, les casseroles élyséennes en moins. S'il choisit de prendre le risque, le président devra se tourner vers une personnalité qui lui apporte quelque chose, un côté rassurant, un côté social ou un côté souverainiste. Mais les candidats ne se bousculent pas au portillon, à part François Bayrou qui, pourrait-on dire, semble toujours prêt et partant pour tout. Mais au-delà de la cuisine ministérielle, Emmanuel Macron pourrait vouloir tenter un coup audacieux. En effet, selon les révélations du Figaro, le président de la République se serait invité dans une visioconférence regroupant ses donateurs de la première heure à Londres pour leur confier qu'il envisageait de présenter sa démission pour convoquer une élection présidentielle anticipée à laquelle il serait candidat à sa succession. Une idée qui repose avant tout sur la conviction d'Emmanuel Macron qu'il n'a pas d'opposant crédible face à lui pour être élu à la présidence de la République. Il faut avouer qu'un tel contexte bousculerait le calendrier. Quoi qu'il en soit, une telle décision serait une première sous la Ve République en tout cas, car si le général de Gaulle avait démissionné en 69, ce n'était pas pour se représenter. Si Emmanuel Macron va au bout de son idée, il pourrait prendre ses concurrents par surprise. Reste à savoir toutefois si les 3 premières années de son quinquennat n'auront pas suffi à décourager ses financiers et publicitaires invétérés, car dans ce cas, le système médiatico-politique pourrait miser sur un nouveau cheval pour perdurer, une possibilité qui ne serait pas davantage réjouissante. Les responsables politiques vont-ils rendre des comptes devant les tribunaux alors qu'en Italie, Giuseppe Conte va être entendu par l'appareil judiciaire sur la gestion de la crise sanitaire en France? Le gouvernement n'est pas à l'abri. Olivier Frère-Jacques. Édouard Philippe gère son risque pénal. C'est la petite bombe médiatique qu'a lâchée Philippe de Villiers relatant une discussion qu'il avait eue avec le président de la République à propos du Premier ministre. L'ancien candidat à l'élection présidentielle et fondateur du Puy du Fou affirme que le président Emmanuel Macron souhaitait un déconfinement rapide quand le Premier ministre, lui, se montrait plus prudent, craignant de devoir rendre des comptes devant les tribunaux. Une peur de la procédure judiciaire qui pourrait en partie expliquer l'action gouvernementale et le confinement total. En effet, le chef du gouvernement français pourrait avoir du souci à se faire alors qu'une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour homicide involontaire dans la gestion de la crise sanitaire. Les critiques pleuvent à l'encontre de l'exécutif. Des critiques politiques, mais aussi venant de professionnels de la santé, à l'image du professeur Christian Perron, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de Garches. Selon lui, la gestion de la crise sanitaire a été déplorable à de nombreux égards, notamment l'absence de masques et le rejet de principe de la chloroquine. N'hésitant pas à ce propos à égratigner le Haut Conseil de la santé publique dont il suspecte des membres de conflits d'intérêts.
Pour l'avocat pénaliste Régis de Castelnau, l'incurie du gouvernement, mais aussi la responsabilité directe du président de la République dans sa gestion même de l'État sont en cause dans cette crise sanitaire. Et depuis le moment où on a constaté à quel point l'incurie du gouvernement et de l'administration aggravait la crise, que j'ai posé la question du recours aux procédures pénales. Si vous voulez, c'est celui qui est irresponsable, c'est le chef de l'État, soyons clairs. Franchement, on a un premier problème qui est celui du fonctionnement de l'État et de son exécutif depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Le contrôle parlementaire n'existe plus. Il y a une espèce de fusion, absorption de l'Assemblée nationale et qui fait qu'aujourd'hui on a quelques députés caporalisés qui votent systématiquement ce que l'exécutif leur demande. Donc le contrôle parlementaire, qui est la voie naturelle dans un système démocratique de démocratie représentative, le contrôle parlementaire ne peut pas s'effectuer. On l'a bien vu avec la commission d'enquête de l'Assemblée nationale au moment de l'affaire Benalla. Donc cette carence du contrôle parlementaire ouvre une voie assez importante au contrôle par le juge judiciaire. Une responsabilité politique légale qui pourrait se heurter à la gestion toute particulière de l'exécutif de la séparation des pouvoirs. Dans d'autres pays, le contrôle légal des gouvernants a déjà démarré. C'est le cas en Italie, 34 000 morts officiels, où le parquet de Bergame va entendre le président du Conseil, Giuseppe Conte, et les ministres de la Santé et de l'Intérieur. En France, la Cour de justice de la République a déjà reçu des plaintes, mais il reste difficile d'imaginer des dirigeants majeurs condamnés, au moins dans les mois, voire les quelques années à venir. Les mensonges des ministres sont pourtant aujourd'hui avérés, ainsi en affirmant que les masques étaient inutiles pour cacher le fait que les stocks stratégiques étaient vides. L'exécutif a démontré de manière implacable sa responsabilité dans la gestion de l'épidémie. En cas de scandale, c'est le Premier ministre qui pourrait être tenu responsable et servir de fusible, le président bénéficiant d'une immunité judiciaire mais pas populaire, et Emmanuel Macron semble déjà payer aujourd'hui la gestion catastrophique de la crise, tandis que son Premier ministre bénéficie d'une déroutante popularité. Agnès Buzyn, qui pourrait aussi avoir affaire aux tribunaux, ne bénéficie quant à elle pas de cet avantage et ferait également un bouc émissaire de la majorité. Un bouc émissaire qui, disons-le, ne l'aura pas volé. Un autre personnage pourrait légitimement être inquiété, Jérôme Salomon, ce proche de Bernard Kouchner, ancien conseiller santé de la fondation Terra Nova, chef de projet de la Haute Autorité de Santé entre 2017 et 2018, est devenu directeur général de la santé en 2018. Ce numéro 2 de la santé en France est directement mis en cause dans l'absence de préparation face à la crise. Conseiller chargé de la sécurité sanitaire auprès du ministre socialiste de la Santé Marisol Touraine entre 2013 et 2015, il porte une responsabilité qui puise ses racines dans le quinquennat précédent. Le temps des sanctions pourrait donc finir par arriver. Le déroulement de l'affaire pourrait ainsi suivre le même chemin que celle du sang contaminé. Seront ainsi très probablement condamnés des personnages secondaires, alors que les responsables politiques seront, selon la formule éculée, reconnus responsables, mais pas coupables. Pour cela, il restera toujours les urnes pour le couperet final. Et à présent, on passe à l'actualité en bref, c'est avec Thibaut Bastide. Gérald Darmanin à nouveau dans la tourmente. Mardi, la Cour d'appel de Paris a ordonné la reprise des investigations concernant une accusation de viol en 2019 visant le ministre de l'Action et des Comptes publics. La chambre de l'instruction de la Cour d'appel a estimé que le juge d'instruction ne pouvait se fonder uniquement sur les résultats de l'enquête préliminaire pour refuser de relancer les investigations dans cette affaire. Selon l'accusatrice, Gérald Darmanin lui aurait fait miroiter son appui auprès de la chancellerie pour tenter de faire annuler une condamnation de 2004 pour chantage et appel malveillant contre un ex-compagnon en échange de faveurs sexuelles qu'elle aurait acceptées en mars 2009. Le ministre a confirmé avoir eu une relation sexuelle avec Sophie Patterson-Spatz, mais selon lui, librement consentie et à l'initiative de la plaignante. De son côté, il a déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse. Benjamin Griveaux à la bite. Quelques mois après la divulgation d'une vidéo sexuelle, l'ancien porte-parole du gouvernement et ex-candidat à la mairie de Paris va se voir confier une mission sur la base industrielle et technologique de défense, la bite. Conscient de la situation qui peut prêter à sourire, la commission de la défense, dont il est membre, va modifier cette appellation qui deviendra pour l'occasion base industrielle de souveraineté de la défense. Cette mission de 2 mois se penchera sur la place des industries de défense dans le plan de relance post-Covid.
Les Barbouzes de Gaunes plaident non coupables. Les avocats des 2 personnes ayant permis à l'ancien patron de Renault de quitter le Japon dans une malle ont demandé leur libération lundi. Ils estiment n'avoir enfreint aucune loi en permettant aux chefs d'entreprise de quitter le Japon, une thèse appuyée par une base juridique divergente concernant l'extradition donnée par les autorités américaines et le mandat d'arrêt japonais. Spécialistes des opérations délicates, Michael et Peter Taylor étaient rentrés aux États-Unis en mars, 3 mois après l'évasion de Carlos Ghosn. Une ONG la joue façon western. Sea Shepherd offre une récompense de 10 000 € pour motiver ceux qui auraient des informations sur l'ours tué par balle en Ariège. L'association de défense des animaux précise que les informations seront transmises aux autorités chargées de l'affaire et la récompense sera versée si le témoignage aboutit à l'inculpation du ou des coupables. Ce n'est pas la première fois que Sea Shepherd utilise ce procédé. Il a déjà permis de retrouver la trace de 2 marins décapiteurs de phoques qui seront bientôt jugés dans le Finistère. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Ce soir, retrouvez toute l'équipe du magazine Éléments. Dimanche, Guillaume de Thieulois vous donne rendez-vous dans un nouveau Terre de Mission consacré au Goum, une marche spirituelle de 8 jours dans le désert. Et puis tout de suite, c'est Mes Libertés Politiques avec François Villot-Lochner. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de commenter, de partager et de mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Bonne fin de semaine à tous, à lundi. Bonsoir. Il y a quelques mois, Macronor Terminator Ier, chef de guerre tout azimut, chef de guerre contre tous les sujets, chef de guerre pour tous les sujets, avait décidé de mettre un coup de frein sur le développement de l'éolien en France. Il avait eu cette formule heureuse: on ne peut pas forcer les Français à adopter un modèle dont ils n'ont pas envie. Ça, c'était vraiment très bien dit. Et nous pouvions estimer qu'il allait se passer effectivement quelque chose dans le cadre du développement de l'éolien, en clair, que l'on freine ce développement ahurissant d'un éolien qui ne sert à rien. Eh bien, comme d'habitude, il ne s'est rien passé après cette déclaration, et en réalité, le plan de transition écologique qui consiste à ruiner la France par le développement inconsidéré de l'éolien continue ses avancées de façon mécanique. Le Parlement vient d'être saisi par une lettre officielle sur ce sujet des éoliennes qu'il faut évidemment stopper. Le Parlement a été saisi. Fera-t-il quelque chose? Probablement pas. Il y a quelques mois, un livre d'exception a montré en 250 pages et de façon implacable que l'éolien était une véritable arnaque, était une véritable escroquerie liée au milieu mafieux. Cet excellent livre, écrit par Fabien Bouglet, et qui fait un point extrêmement précis sur ce qu'est l'éolien dans le monde, révèle, mais nous le savions déjà, en revanche c'est une superbe synthèse, que l'éolien est effectivement une tragédie au niveau mondial. Les parlementaires ont tous eu ce livre entre les mains, car Fabien Bouglet a eu l'intelligence d'envoyer à tous les parlementaires ce livre. Donc ils ne peuvent plus dire « on ne savait pas ». Ils ont ce livre entre les mains. Messieurs les préfets, qui donnent les autorisations, ont maintenant ce livre entre les mains et savent que l'éolien est une escroquerie pure et simple liée au milieu mafieux. Donc tout le monde le sait, dont bien évidemment Macron et ses ministres, puisque le livre, le fameux livre, leur a été envoyé. Et bien pourtant, la transition écologique continue, rien ne peut l'arrêter, même si cette transition écologique ruine purement et simplement
considérablement la France, met EDF dans des situations financières catastrophiques et augmente considérablement notre note d'électricité. Mais tout ça n'est pas grave, l'idéologie écologique doit l'emporter sur tout. Sainte Greta Thunberg doit être priée tous les matins, et comme Greta Thunberg a dit qu'il fallait mettre dans le monde des éoliennes partout, il faut suivre ce que dit la petite adolescente attardée. C'est extrêmement important. En bref, comme en moins bref, les éoliennes vont continuer probablement leurs implantations, seront probablement mises en cause par les riverains, par les associations, par un certain nombre de personnages politiques importants, mais ce plan mafieux va continuer son travail de destruction des paysages et de notre économie, tout ça avec la bénédiction de Macronor, Terminator premier. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine.